Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous avons du lourd, nous avons quelques trucs que j'ai mis dans une boîte qui sont tous, pas tous, mais qui sont pour la plupart très originaux et que vous aurez peut-être pour certains jamais vu, étant donné que même moi il y a quelques trucs que je n'avais pas vu là-dedans. Donc première chose, l'un des deux colis que j'ai regroupé dans cette vidéo est un colis qui n'est pas anonyme, donc je remercie Thibaut, alias Le Wou, qui m'a envoyé tout ça, et donc il m'a dit bonne ouverture du colis et continue tes vidéos, et il m'a aussi mis le résumé de tout ce qu'il y a dans le colis, sauf qu'il a mis une agrafe en pliant la feuille d'une telle manière que je ne puisse pas voir tout simplement la liste. Donc c'est une très bonne idée, étant donné que c'est très spoilifère, c'est très spoiliant, oui bon bref, cherchons un mot qui marche. Donc regardons ce qu'il y a au début. Donc première chose, nous avons ceci. Donc la première chose c'est une mini protection. C'est écrit d'une telle manière que bon bref. Hop, j'arriverai pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ce petit étui? Parce que c'est vraiment tout petit, alors c'est peut-être une petite barrette de RAM, ouais c'est ça. Non, c'est du classique, sauf que c'est des puces de RAM qui ont été faites par Elpida, une marque que je n'avais pas vue depuis longtemps. Parce que vous savez, on voit souvent des puces de chez Samsung, de chez Inix, ou peu importe, mais les Elpida, on les voit de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Malheureusement, ils ont tendance à disparaître. C'est pourtant pas une trop mauvaise marque, mais bon. Voilà, à une époque, il y avait plein de marques de mémoire vive, et puis tout a disparu d'un coup. Il en est pas resté grand chose de toutes ces marques de l'époque de la SD-RAM par exemple. Alors ensuite nous avons visiblement tous les petits papiers qui viennent avec le Liquid S1 plutôt de chez Acer, quelques petits accessoires, notamment visiblement une plaque arrière blanche, parce que sûrement que on peut choisir la couleur ou je sais pas quoi, une deuxième notice, et ensuite nous avons une sorte d'étui, etc. Oui, ouais, d'accord, magnétique. Et le fameux, putain il est grand hein, le Liquid Z1, S1, purée décidément, c'est parce que j'ai un Liquid Z5 aussi, donc du coup, je sais pas, j'arrête pas de le... Ouais en effet visiblement c'est juste si on a envie de changer la couleur, nous avons une coque blanche à la place si on préfère. Alors je sais pas s'il marche, je me rappelle plus du tout ce qu'on m'a dit. Ah, le bouton power a l'air d'être pété, donc bon elle est peut-être là la panne. Bon bah j'essaierai de réparer ça un de ces jours. Je sais pas du tout ce qu'il vaut celui-là, parce que je sais que Acer, c'est un peu comme certaines marques comme ça qui reprennent un petit peu du no-name et qui essayent d'en faire quelque chose d'à peu près correct. C'est que c'est un petit peu coup-ci coup-ça quoi, un coup ils nous en sortent un correct, un coup ils en sortent de la grosse merde. Donc bref, c'est un téléphone dont je ne peux pas dire grand chose pour l'instant. Par contre ensuite il y avait une carte mère, celle-ci, une carte mère avec un chipset SIS qui visiblement supporte les Core de Duo et les Pentium Dual Core et compagnie. Je pensais que ça avait disparu avant la sortie des Core de Duo, SIS et compagnie, enfin les chipsets alternatifs pour les processeurs Intel et AMD. Parce que à une époque, vous le saviez peut-être pas, mais à une époque, le chipset, enfin si vous êtes récemment dans l'informatique et que vous connaissez pas la bonne vieille époque des Pentium 3 et ce genre de trucs, à une époque, les cartes mères, elles avaient très souvent des composants qui étaient d'une marque différente que le processeur, alors que maintenant on a le Northbridge et le Southbridge, ou plutôt maintenant c'est condensé dans une seule puce et il y en a la moitié dans le processeur. Enfin ça a beaucoup changé l'informatique depuis. Et bien à l'époque c'était une puce qui était faite par n'importe quel constructeur. Maintenant c'est obligatoirement de la marque du processeur, enfin c'est obligatoirement, c'est pas obligatoire, c'est juste que plus aucun autre constructeur a envie de se lancer là-dedans parce que ça devient beaucoup trop compliqué, etc. Les derniers constructeurs qui s'y sont lancés, il y avait tellement de bugs qu'au final ça les a dégoûtés de faire des chipsets pour des processeurs comme ça, parce que visiblement Intel ne coopère pas comme il faut, ainsi que AMD, ils donnent pas l'intégralité de leurs recettes pour faire un chipset qui fonctionne bien avec leur processeur. Donc au final, on se retrouvait avec des processeurs qui fonctionnaient 1000 fois mieux si on mettait un processeur Intel avec un chipset Intel et tout ça, et encore plus vieux, bien avant les Pentium 3 et tout ça, carrément, on pouvait mettre un processeur AMD sur une carte mère avec un chipset Intel. Oui, ça c'était spécial, mais on pouvait faire ça à l'époque. Donc oui, l'informatique a beaucoup changé, et j'ai même envie de dire que comment dire, ça s'est un petit peu resserré sur soi en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, maintenant Intel a son bastion gardé en fait, et fait en sorte que si vous avez un processeur, vous payez tout le reste de chez Intel, sinon ça va pas marcher quoi.
Sinon, cette carte mère a un chipset graphique intégré, hein, directement intégré là-dedans et pas dans le processeur comme maintenant. Et je sais pas du tout ce que ça vaut parce que les chipsets graphiques intégrés à ces cartes mères, à l'époque où c'était pas encore intégré dans le processeur lui-même, était vraiment très très mauvais parce que en plus de prendre la bande passante de la mémoire vive qui était déjà faible, pas forcément très très faible mais qui est quand même limitée quoi, et de le partager entre le processeur et le processeur graphique, ce qui faisait en sorte que comme ça faisait moins de bande passante pour le processeur, eh bien en gros c'est à contrario par rapport à ce qu'il y a sur les cartes graphiques, c'est-à-dire en fait il y a de la mémoire vive qui est dédiée, ça prend pas la mémoire vive qu'il y a pour le processeur, mais ça embarque sa propre mémoire vive pour pas saturer la bande passante justement. Et donc ce truc là, c'est que ben voilà, ça emmenait à des performances vraiment pourries, mais en plus, pour couronner le tout, eh bien, ce genre de truc, vu que, comme vous le voyez, là, c'est carrément passif, il y a même pas de radiateur dessus, et il y a de grandes chances que ce soit comme ça d'origine, même s'il y a des attaches pour un radiateur, faudra vérifier, hein, si ça devient vraiment chaud et que ça brille l'ordinateur, c'est peut-être qu'il y avait un radiateur dessus, et que bizarrement, là, il y en a plus, mais non, je sais que SIS avait fait des chipsets très très longtemps après que tout le monde mettait un radiateur dessus, qui continuaient à ne pas en avoir besoin, ou d'en avoir besoin d'un tout petit. Donc bref, pour terminer là-dessus, ce que je vais dire tout bêtement, c'est que si vous vous demandez pourquoi on n'entend plus parler de SIS de nos jours, eh ben il y a pas de secret, c'est parce que c'était vraiment pas terrible. Malgré tout, SIS a fait quelques chipsets qui étaient de bonne qualité, ainsi que des marques comme VIA par exemple, avaient fait aussi des chipsets qui étaient de bonne qualité à une époque, hein. Mais voilà, encore une fois, là aussi c'est un petit peu comme je vous le disais avant à propos de Acer, c'est que c'est un petit peu un cas sur deux, quoi. Des fois ça marche bien, des fois il y a des modèles qui marchent juste pas du tout comme il faut, et bon ben voilà, c'était un petit peu un risque à prendre, et bon c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, comme je vous le disais juste avant, que maintenant, bon, il y a plus beaucoup de marques de chipsets, hein, c'est parce que, bon, on va dire qu'il y a eu un petit peu le nettoyage par le vide qui a été fait, parce que faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que les chipsets qu'on a actuellement sont vraiment excellents, alors qu'à une époque, tous ces trucs-là, là, ça pouvait être, vous vous dites, mais c'est bizarre, moi j'ai un corps de duo machin chose, alors que pendant ce temps-là, l'autre il a exactement le même processeur, mais moi ça marche très mal, alors que lui ça marche super bien. Et bah parfois ça pouvait venir juste de ça en fait, juste un choix de carte mère mauvais, avec un chipset pourri, et ben ça pouvait complètement tuer les performances quoi. D'ailleurs, l'informatique a évolué de manière bien positive, on va dire, en termes du fait que bah, ça devient de plus en plus facile de monter un ordinateur, parce qu'il y a moins de choix pièges et compagnie, et justement, un des choix pièges qui existait à une époque, c'était Mac Store. Alors attention, parce que certaines personnes vont me dire, moi j'ai un Mac Store et ça marche parfaitement bien. Oui, alors déjà, il y a la première chose, c'est que oui, vous pouvez avoir un Mac Store qui marche parfaitement bien, ça existe, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est normal, heureusement qu'il y en a certains qui marchent. Justement, celui-là fait partie des rares que j'ai vu de ce modèle de Mac Store qui marche encore avec le petit logo Hewlett Packard dessus, parce que ils aiment bien mettre leur logo sur toutes les pièces alors que pourtant c'est une pièce Mac Store, tout ce qui est de plus banal, mais bon voilà, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui, HP ils s'amusent à mettre leur logo sur toutes les pièces génériques pour faire genre, je sais pas, ça fait peut-être croire à 2-3 pigeons qu'on est obligé d'acheter son disque dur à HP au lieu de pouvoir acheter n'importe quel disque dur standard, je sais pas. Enfin bref, ce que je disais, c'est que oui, heureusement que certains Mac Store fonctionnent encore, je veux dire, même les Xbox 360 première du nom, où il y avait, enfin pas Xbox 360, je veux dire, pas première du nom, mais la toute première, là, celle qui est sortie pendant les 2 premières années de la console, qui était extrêmement fragile, bah heureusement qu'il y en a encore qui marchent encore, parce que, je veux dire, ça serait incroyable qu'il y ait 100% de panne sur ces trucs-là, mais si vous étiez dans l'informatique à cette époque-là, quand ces disques durs étaient, on va dire, les disques durs qu'on trouvait dans pas mal d'ordinateurs pas chers, etc., ces trucs, c'était une plaie. Le nombre de disques durs Mac Store en panne qu'on a pu voir, c'est impressionnant. J'en ai une caisse entière que j'ai foutu en l'air il y a quelques années de disques durs Mac Store en panne comme ça, ce même modèle quoi, c'est avec la même étiquette, tout le bazar. Ceux qui datent entre guillemets, on va dire, ne me prenez pas au mot, c'est pour ça que je dis entre guillemets, c'est environ entre 2002 et 98, un truc comme ça. Ces disques durs là étaient d'une fragilité, mais c'était même pas les secousses, ce genre de truc. Ils s'autodétruisaient quoi, c'était impressionnant comme ils étaient pourris. Alors une chose à savoir avec Mac Store, c'est que un peu plus tard, peut-être à cause de ça justement, parce qu'ils avaient plus aucune réputation, ils ont été comment dire, rachetés par Seagate tout bêtement, parce que ils étaient dans la merde quoi, ils étaient en train de couler quoi.
Et ben voilà, les derniers disques durs Maxtor, en réalité, tous ceux qui portent le nom Maxtor et qui n'ont pas ce design, sont en fin de compte des Seagate qui ont été renommés Maxtor pour les vendre en un petit peu plus bas de gamme, parce que ils étaient un petit peu plus lents que les autres. Parce que quand on fabrique des disques durs, c'est comme quand on fabrique des processeurs. Ils ont beau être tous identiques au départ, certains vont fonctionner à une certaine vitesse, et d'autres, pour être fiables, auront besoin d'avoir une vitesse plus faible. Et donc, au final, les Maxtor de chez Seagate, en fait, c'était les bas de gamme de chez Seagate. Et malgré qu'ils tournent plus lentement, eh ben, ils fonctionnent tout aussi bien, hein. Il y en a très peu qui sont en panne par rapport à ceux-là. Même s'ils doivent être un tout petit peu moins fiables que les Seagate normaux, ils sont tout à fait fiables, quoi. Bon, maintenant on passe à un deuxième colis, un anonyme cette fois-ci. Alors nous avons... Hop, j'en ai fait tomber une, les autres sont reliés ensemble. Ils sont reliés ensemble, en fait, en plus ça m'a fait marrer parce que elles sont reliées comme si c'était des... Comment ça s'appelle déjà, les gâteaux pick-up, en fait. C'est-à-dire, ils sont pris par un scotch comme ça. Et c'était d'origine, hein, il y avait un blister par-dessus aussi. Donc, visiblement, c'est comme ça que Yomega packageait, en fait, leur disquette zip, c'est bizarre. Et donc, une disquette zip, qu'est-ce que c'est qu'une disquette zip? Alors on a vu des lecteurs précédemment dans les colis, mais je n'avais rien pour les tester, alors quelqu'un m'a tout simplement passé quelques petites disquettes zip, et c'est génial parce que j'ai pu comme ça tester un des deux lecteurs, le deuxième je testerai un peu plus tard, et il marche. Alors du coup j'ai enfin pu réaliser une sorte de rêve de gosse, c'est-à-dire, en fait il y en a plein de rêves de gosse que vous me faites réaliser avec ces colis, parce que il y a par exemple le fait de posséder un disque dur SCSI 68 pins par exemple, ça c'est un truc que j'en avais jamais eu du tout parce que ça coûtait une fortune à l'époque où c'était neuf. Et les disquettes zip, et là aussi c'était très cher, et moi j'étais obligé de me cantonner aux bonnes vieilles disquettes toutes moisies, puis ensuite aux CD gravables. Les disquettes zip c'était excellent parce que à cette époque-là, une disquette classique, on n'avait pas encore inventé les CD gravables ou alors ça coûtait trop cher. Donc une disquette standard c'était que dalle, c'était 1,4 mégaoctets. Certains vont vous dire 1,44, mais bon, c'est des histoires, on va dire, de façon de mesurer la quantité que ça fait, mais c'est environ 1,41 en réalité une disquette. Et ça c'est 100 mégaoctets, c'est pour ça que ça s'appelle des zip 100. Il y en a aussi des 250 et des 750, mais les 750 sont très rares. Et les 250 sont un peu plus rares que les 100, mais on les trouve relativement facilement. Mais les lecteurs zip 250 sont plus fragiles que les lecteurs zip 100, donc on n'en trouve plus tant que ça qui fonctionne encore. Justement, le deuxième lecteur que j'ai pas encore testé, c'est un lecteur zip 250. Si vous vous demandez comment ça fonctionne ces trucs-là, je ferai une vidéo là-dessus un de ces jours, mais en gros c'est comme si on avait séparé les plateaux d'un disque dur dans une grosse cartouche comme ça, et que de l'autre côté le lecteur c'était la tête de lecture d'un disque dur, tout bêtement, c'est séparé en deux comme ça, et c'est justement pour cette raison que c'était pas super fiable en termes de qualité, surtout à relativement long terme, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans ou ce genre de truc, parce que s'il y avait des poussières qui rentraient dans la cartouche, dans la zip comme ça, eh bien ça posait des gros problèmes parce que ça faisait comme sur un disque dur quand on l'a ouvert et qu'on l'a refermé, c'est-à-dire il y a une poussière qui passe entre le plateau et la tête, et là d'un coup, pof, ça fait un head crash, c'est-à-dire en fait que la tête se met à rayer tout le truc, enfin et ça bousille parfois que la disquette, parfois ça bousille le lecteur avec. D'ailleurs, là où je trouve que ce qu'ils ont fait chez Yomega quand ils ont inventé la disquette zip est un peu pourri, c'est qu'ils auraient dû faire en sorte que quand on insère la disquette, ça appuie sur un truc qui vient ensuite libérer le déplacement de ce cache, parce que comme vous le voyez, le cache, comme sur une disquette standard, il est libre, complètement libre, on peut le faire à la main. Et ça c'est mauvais parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, si vous avez envie de bousiller un lecteur zip d'un ami, ce que je vous déconseille parce que ça commence à devenir rare, vous prenez une disquette zip, vous mettez de la poussière dedans, ensuite vous mettez pof, complètement bousillé. Donc bref, ça c'est complètement débile. En plus de ça aussi, là il y a un espace là aussi où de la poussière peut rentrer, etc. et bousiller aussi les plateaux, enfin bousiller le lecteur ou les plateaux ou les deux. Et donc bref, voilà, c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de déplacer des disquettes comme ça en dehors de leur petit boîtier, parce que très franchement elles sont déjà pas super bien protégées par leur boîtier standard, mais bon le fait qu'on puisse ensuite les ranger dans un petit étui comme ça permet de les protéger un peu plus. Et surtout, si vous avez un lecteur de disquette zip et que vous y tenez un petit peu, essayez d'en trouver des neufs sous blister. On en trouve encore relativement facilement à ce que j'ai compris. Donc voilà, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de poussière qui se sont infiltrées dans vos disquettes. Donc voilà, sinon les disquettes zip c'est sympatoche, elles sont plus rigides que les disquettes standards, mais malheureusement c'est dommage qu'ils aient fait encore en sorte que l'étui, enfin cette espèce de grosse cartouche s'ouvre trop facilement, parce que malheureusement,
eh bien c'est vraiment le problème de ce truc là, c'est ce qui tue les lecteurs a priori, enfin bon bref. Donc ensuite nous avons cette chose là, alors qu'est-ce que c'est que ça? Il m'avait passé dans le même colis plein de petites barrettes de RAM, mais celle-ci c'est la seule que j'ai gardée pour montrer en vidéo. Parce que, a priori, si je dis pas de bêtises, ce n'est pas certain, mais j'ai l'impression que ce n'est pas de la SDRAM, mais que c'est de la EdoRAM, qui a été mis dans un packaging DIMM, c'est-à-dire les mêmes packaging que ceux de RAM type SDRAM. Et donc, oui, alors ça, c'est assez marrant de voir ça, parce que ça a existé, en effet, mais on n'en trouve pas si souvent que ça, et je pense pas que ce soit compatible avec toutes les cartes mères. À mon avis, ça doit être compatible qu'avec les premières cartes mères qui font la SDRAM, parce que oui, à l'époque, la SDRAM, c'était considéré comme génial, hein, parce que ensuite, juste avant, en fait, il y avait un autre format qui s'appelait la EdoRAM, qui était complètement différent, mais qui avait souvent un packaging différent qu'il fallait en fait incruster comme ça, il faut les mettre comme ça et ensuite on les relève et puis on en clipse deux comme ça parce que ça fonctionnait par paire. Et bien voilà, donc ce genre de truc, j'en ai que 2 ou 3 chez moi qui sont comme ça, c'est-à-dire des EdoRAM sous forme de barrette. Et la traditionnelle petite carte graphique dont on sait pas ce que c'est, non je dis de la merde parce que pour une fois, il y a un logo, il y a une petite étiquette, oh youpi, une étiquette. Donc c'est une Radeon 7000 visiblement, 7000 tout court, tiens ça m'étonne. Parce que j'en ai une 7000 et elle a pas besoin d'un radiateur aussi gros. Donc ouais, ça doit être une 7000 un petit peu meilleure. Dessus, il y a marqué 64 mégaoctets. Et ensuite, vous voyez DDR, puis 2 et CRT. Et ça, vous risquez de vous tromper en regardant. C'est pas de la DDR2, hein. C'est de la SDRAM. Ou de la DDR standard. Non, c'est de la DDR standard sur celle-là. Donc voilà, bref. Ce n'est pas de la DDR2 en fait, c'est parce qu'il y a marqué 2 CRT TV. On va comprendre pourquoi 2 CRT TV, parce qu'en réalité c'est plutôt 2 VGA, c'est une carte multi-écran, avec ensuite un truc pour brancher à une télé, vous savez genre, voilà, une télé cathodique, un truc comme ça, enfin un truc qui utilise une sortie composite ou S-Vidéo. Et je sais pas pourquoi le 2 est devant CRT. Parce que bon, parce que peut-être que ce qu'ils veulent dire c'est 2 CRT du style 2 moniteurs VGA. Oh là là, bah attendez, ils existaient déjà les moniteurs plats hein, à cette époque-là. Hein. Il faut pas abuser, hein, nos amis de chez ATI là, enfin ou de la marque en tout cas qui a fait cette carte, ça, un petit peu mis la charrue avant les bœufs quoi. Voilà, et donc ensuite TV, oui d'accord, donc c'est 2 CRT. Voilà, donc ils appellent ça 2 CRT, et une TV... Bon, bref, ok, c'est amusant de la façon que ça a été dit. J'aurais jamais imaginé que ça serait ça, je sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons cette chose-là, qui est une carte graphique visiblement sans son ventirad, et malheureusement, si on n'a pas le ventirad, bon, on peut toujours s'amuser à essayer de faire ça, mais bon, je m'embête pas à essayer de les réparer si j'ai pas le ventirad, parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'achète un ventirad, juste dans le doute que cette carte graphique pourrait refonctionner, mais je garde ça dans un coin au cas où qu'un de ces jours, j'en trouve une autre avec le ventirad qui ne fonctionne pas, j'essaierai d'en réparer 2, on verra, on en retient une et puis on multiplie par 3 ou je ne sais pas quoi. Et ensuite nous avons un processeur en cartouche. Alors un processeur en cartouche, alors ça j'ai reçu il y a encore très peu de temps une question en me demandant ce que c'était que ce processeur bizarre qui a une forme de cartouche comme si c'était une barrette de RAM qui m'avait dit d'ailleurs. Et bien voilà, c'est en fait à une époque, bon là en l'occurrence c'est pas un très bon exemple vu que c'est un Celeron, mais à une époque en gros il y avait le processeur était pas en une seule puce, donc du coup ils avaient mis ça en cartouche. C'est-à-dire qu'en fait il y avait le processeur lui-même qui était un peu plus petit que ça, et il y avait des puces de cache L2 qui étaient autour du processeur. Et donc du coup ça demandait à être en cartouche, parce que si c'était pas en cartouche, eh bien ça demanderait, je sais pas, ça ressemblerait à rien en fait, hein. Ça ressemblerait plus ou moins au Pentium Pro pour ceux qui connaissent, mais ça serait trop cher à fabriquer sûrement. Et donc du coup, bah voilà, ils se sont amusés à faire en sorte que ce soit en cartouche, et c'est 100% compatible, enfin quasi 100% compatible avec le Socket 370. Et justement, en l'occurrence, ce Celeron, c'est un processeur Socket 370 qui a été soudé sur une plaque comme ça, pour qu'elle aille dans un Slow 1, c'est comme ça que ça s'appelle, l'espèce de port pour mettre ce genre de truc. Donc Intel Celeron, alors est-ce que c'est un qui n'a pas du tout de cache L2, parce que ça existe, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de puce autour, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que ensuite ils ont intégré le cache L2 directement dans le processeur lui-même, et c'est pour ça qu'ils sont revenus à un socket plus tard, exactement comme les processeurs d'avant et les processeurs d'après, les processeurs de maintenant, c'est-à-dire en fait un truc qui se met comme ça à plat sur la carte mère et non pas comme ça sur une sorte de petite cartouche. Ce qui est marrant, c'est que pendant le transport, la tâche s'est barrée toute seule.
parce que en fait ça c'est une espèce d'attache pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les clipser. On clipse ça comme ça, vous voyez, ça se met dans les trous, puis ensuite ça se clipse de cette manière-là, et ensuite on fait pareil avec l'autre, mais le deuxième il bouge, donc du coup c'est facile à faire, on le met un petit peu vers le bas, on pousse et on tire vers le haut, et voilà, c'est clipsé. Donc bien entendu il faudrait changer la pâte thermique parce que là ça n'a pas été fait, et à l'origine, parce que là il y est plus, il y a normalement ici un petit ventilateur avec son petit fil, etc. C'est pour ça qu'il y a un renfoncement, c'est pour pouvoir mettre le ventilateur, même si a priori ce genre de processeur peut fonctionner sans aucun problème, sans ventilateur du tout, juste avec le radiateur, et bien entendu ça demande d'avoir un radiateur un tout petit peu mieux, c'est-à-dire un petit peu plus épais comme ça, et sans ce renfoncement, et logiquement, et avec un peu plus d'ailettes, et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai des Pentium 2 qui sont totalement fanless, c'est excellent pour faire des ordinateurs extrêmement silencieux, même si de nos jours on va dire que les performances de ce genre de trucs sont assez limitées, hein, mais voilà, ce genre de processeurs en plus ils sont bien, j'adore leur design et tout ça, et en plus de ça ils ont tendance à, je sais pas, je trouve qu'ils sont plus, comment dire, bidouillables et tout ça, et surtout plus performants au niveau des cartes mères qui sont disponibles pour cela que les sockets 370 qui sont sortis après, parce que Intel a largement baissé les performances de leur chipset quand ils sont passés au 370, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le 370 à l'origine était un socket que Intel voulait réserver aux Celeron et garder le Slow 1 pour les hauts de gamme, sauf que les hauts de gamme ont fini par passer sur le même truc que pour les Celeron, enfin bref. C'est spécial, c'était l'époque, hein, une époque un peu bizarre où Intel savait pas trop quoi faire d'ailleurs, parce que ils ont pas arrêté d'hésiter, cartouche, pas cartouche, on sait pas. Enfin bref, on va arrêter de parler de ça et puis on va passer au prochain truc. Oh, elle a pas tellement aimé le transport. Bon, voilà, j'essaye de remettre droit l'équerre. Voilà, bon, j'avais pas vu ça. Bon, bah, j'espère que ça rentrera facilement dans... Ouais, non, là, ça devrait aller, c'est bon. Donc, voilà, alors c'est une 3DFX, alors c'est une, je dirais une Voodoo 2, a priori, je suis pas certain du tout. C'est jamais marqué dessus sur ces trucs. Elle a 3 composants, donc je dirais que c'est une Voodoo 2, hein, je suis pas du tout certain, mais... tiens, oui, Creative, visiblement, qui a fait ce truc. Il y a beaucoup de RAM dessus, il y a beaucoup de RAM pour l'époque, parce qu'il y en a carrément des deux côtés, il y en a partout. C'était les toutes premières cartes accélératrices 3D pour, pas pour les toutes premières exactement, mais c'était des cartes accélératrices 3D pour les PC à l'époque. C'était à l'époque où, pour information, ce genre de truc n'existait pas, hein, on venait juste d'inventer ça. Et 3DFX a raflé le marché en fait, et ça permettait d'avoir de la 3D temps réel et ce genre de truc, c'était excellent. Alors qu'à l'époque, les cartes graphiques c'était juste des cartes graphiques 2D, et quand on faisait de la 3D, comme avec Doom par exemple, eh bien le premier Doom était un jeu qui en fait était en 3D, qui était complètement calculé par le processeur. Donc voilà, il y avait rien de spécial là-dessus. Ça c'est marrant, j'ai l'impression que ce port là, qui est en fait un port SLI pour information, parce que oui, ça existait bien avant qu'Nvidia invente le SLI. Le SLI en fait c'est donc 3DFX qui a inventé ça, et 3DFX, ah oui, alors là ces cartes graphiques elles sont excellentes, parce que justement t'as la carte graphique 2D, puis t'as la carte graphique 3D numéro 1 et la carte graphique 3D numéro 2 pour avoir cette espèce de SLI. Et c'était bien plus performant que les toutes premières GeForce, mais alors bien plus performant. Et donc du coup ces trucs-là, malgré que ça date plus ou moins de 98, ont continué à être utilisés pendant très longtemps après leur invention, bien après que Nvidia a essayé de concurrencer ça, parce que en gros ces trucs-là étaient programmables avec des systèmes de programmation de bas niveau qui n'existent pas avec les cartes graphiques actuelles, enfin si, qui commencent à réexister à nouveau, mais qui n'existaient plus avant, il y a très peu de temps sur les cartes graphiques actuelles. On a maintenant inventé des trucs comme Mantle ou des trucs comme ça qui font revenir dans notre époque ce genre de concept. Mais voilà, ça avait complètement disparu, parce que maintenant il y a des trucs comme DirectX, comme OpenGL et ce genre de trucs qui en font, en fait, fait un intermédiaire entre la carte graphique et le programme. C'est-à-dire que ça recompile à la volée les trucs et tout ça, c'est merdique, c'est pas du tout optimisé, tout ça, je comprends pas. Et si vous vous demandez pourquoi une
console de jeu qui est genre 20 fois moins puissante arrive à être si proche parfois que ce que l'on peut avoir comme qualité graphique d'un PC, bon, toute proportion gardée, bien entendu, un PC fera mieux, mais qui arrive quand même à être dans les mêmes eaux. Alors on se dit, putain, GTA 5 arrive à fonctionner, par exemple, sur une console avec seulement 512 MO de RAM, quoi, bordel de merde, et avec une carte graphique qui est équivalente à une carte graphique comme on aurait dans un PC de 2008, alors que ça fonctionnerait plus du tout sur un PC de 2008. Eh bien, la raison, c'est parce qu'on peut programmer ces consoles, souvent, avec des systèmes de programmation qui sont plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on peut directement envoyer des instructions au GPU sans avoir à passer par le processeur qui fait des conneries en arrière-plan et qui bouffe en gros des performances pour rien du tout. Et bien justement 3DFX avait déjà pensé à tout à l'époque, et justement ces trucs-là, ils avaient une API comme on appelle, c'est-à-dire en gros une interface programmative qui s'appelait Glide, G-L-I-D-E, qui oui, alors G-L-I-D-E d'ailleurs si vous voulez, parce que c'est la contraction, bon c'est pas exactement le bon, mais on voit que ça vient de là, hein. On voit que, parce que OpenGL pour information était quelque chose sous licence à l'époque, donc ils avaient pas le droit d'utiliser le nom OpenGL, mais quand on décompose le nom, on se rend compte quand même que ça veut dire GLIDE, quoi, donc bon, quand même un petit peu, même si officiellement ça ne veut pas dire GLIDE, hein, Glide. Donc bref, en gros, Glide c'est un truc qui permet de programmer directement la puce et de lui faire des trucs, lui envoyer directement les instructions qu'elle doit en gros exécuter, et non pas faire comme on ferait de nos jours, c'est-à-dire en fait faire des trucs absolument pas optimisés du tout, qui va ensuite être compilé par le processeur, envoyé à la carte graphique et tout le bazar. Ça consomme 3 milliards de RAM en trop, ça utilise le processeur à faire des trucs dont on en a rien à foutre, qui pourraient être utilisés pour faire des trucs bien plus intéressants en termes de gameplay et tout ça, et c'est justement pour cette raison qu'on est en train d'y revenir. Enfin, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Enfin bref, 3DFX c'est une entreprise que j'adore cette entreprise. Elle a coulé parce qu'ils ont fait de très très mauvais choix à une époque, parce qu'ils ont pas réussi en fait à rendre ces composants, malgré qu'ils étaient excellents, tout en restant compatibles avec les anciens, les rendre beaucoup plus performants qu'avant, et c'est à cause de ça, c'est parce que Nvidia a réussi à rendre leurs composants extrêmement puissants, et malgré que bien entendu il y ait ce problème dont je vous ai parlé, au fait que ça gaspille des capacités au niveau du processeur pour rien du tout, les processeurs étaient devenus tellement performants à cette époque-là que par rapport aux cartes graphiques, que ça devenait négligeable. Donc du coup, bah voilà, malheureusement il y a 3DFX qui n'a pas pu rentrer en compétition là-dessus. Et justement, je crois qu'il y a un truc que je n'ai jamais vu, que vous allez voir tout de suite, qui, à mon avis, représente la tentative qu'a fait 3DFX pour justement essayer de contrer les idées et les trucs qu'ont pu lancer Nvidia à cette époque. Et voilà les trucs en question, il m'en a passé carrément, excusez pour les bruits d'antistatique, je vais les enlever, attendez. Voilà non pas une, mais deux cartes graphiques venant de chez 3DFX qui utilisent l'interface AGP, celle qui a donc remplacé le PCI standard que l'on a ici, et qui a ensuite été remplacé par le PCI Express. Donc, et là, il y a un petit port ici, je sais pas du tout à quoi il sert, parce que bon, on peut pas faire de SLI avec ces trucs-là, vu que des ports AGP, il peut y en avoir que une par carte mère, enfin que un par carte mère. Donc je suppose que c'est un port qui permet de relier la carte graphique à un accélérateur MPEG ou des trucs comme ça pour le décodage DVD ou ce genre de truc. Enfin, je suppose que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça peut être. Nous avons de la très bonne RAM de chez Toshiba là-dessus, dis donc. C'est une carte qui est directement faite par 3DFX. Donc ça c'est gage de qualité, on va dire, faite en 2000, c'est-à-dire 2 ans plus tard après celle-là. Tiens, d'ailleurs je me rends compte que je suis en train d'avoir la collection complète de 3DFX, parce que j'ai une Voodoo 1, il me semble que c'est une Voodoo 1, avec seulement 2 puces ici, et celle-là il me semble que c'est une Voodoo 2. Bon, je peux pas le dire précisément parce que ça remonte tellement, il faut que je retrouve les infos sur internet, parce que là je vous dis ça de mémoire, hein. Je ne triche pas. Oh, visiblement il y a un condensateur qui a pas aimé le transport non plus, même si ça va, il s'est pas dessoudé. Bon, de toute façon c'est standard, hein, je peux le remplacer par n'importe quoi si ça se casse, ou le ressouder si ça se dessoude. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y en a une qui a des traces de poussière, comme vous voyez, autour des ventilateurs, donc elle a servi, mais celle-là elle est nickel chrome, on dirait qu'elle a jamais servi. Si, elle
elle a un tout petit peu de poussière, je vois là. Voilà, bon, elle a visiblement tourné dans un environnement très propre, ou alors elle a pas beaucoup servi. Et justement, on va essayer de les faire fonctionner tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, ici nous avons un port Molex classique pour l'alimenter en plus de ce que peut donner la carte mère elle-même par le port AGP, et ça franchement c'était très rare à l'époque. En 2000, avoir besoin d'une alimentation annexe, c'est la première que je vois qui date d'aussi loin, qui a besoin d'une alimentation annexe pour avoir assez de courant pour fonctionner. 2 petits ventilateurs, comme d'habitude une sorte de SLI interne. Attendez, je regarde si les ventilateurs fonctionnent bien. Ouais, au moins ils tournent. Bon, ils auront peut-être du jeu dans les roulements, j'en sais rien. Ouais, non. Celle-là a l'air d'être définitivement moins usée que l'autre. Donc on va essayer celle qui est usée, comme ça on entendra voir si les ventilateurs font de la merde. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, alors dessus il y a marqué « Ah, vide ». Je sais pas ce que ça veut dire. C'est la marque des ventilateurs, je suppose. Et bon ben voilà, alors je sais pas combien il y a de RAM dessus, mais vous voyez que il y a besoin de beaucoup moins de composants pour avoir beaucoup de RAM à cette époque-là, donc on est vraiment à une époque où voilà, c'était un peu plus... Et il n'y a pas ces deux... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous montrer ça, parce que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand j'avais déballé la Voodoo 1, justement. Eh bien, regardez ça. Ici, vous avez 2 ports. Un VGA ici et un VGA, mais un VGA dans l'autre sens, parce qu'en fait il faut relier la carte graphique 2D à la carte graphique 3D, donc on utilise une sorte de câble qui part de la carte graphique 2D à la carte graphique 3D, et ensuite de ça, c'est-à-dire de la carte 3D FX, quoi, pouf, à l'écran, et comme ça fait en fait le compositing, c'est-à-dire qu'en gros ça mélange la 2D qui vient de la carte 2D à la 3D qui vient de la carte 3D, et hop, ça fait une seule image. Parce que sinon, eh bien, ça n'afficherait ou que de la 3D ou que de la 2D, on serait obligé de changer de prise, ça serait bête. Donc, bon, ou d'avoir 2 écrans, un pour la 2D, un pour la 3D, bon, pourquoi pas, à la limite, même si ce serait bizarre. Et là, il y a bien entendu plus besoin que ça, de ça du tout, parce que elle fait les deux à la fois. Alors, bon, ben, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le dernier truc, et en toute fin de vidéo, on essaiera ces trucs. Et la dernière chose qu'il y avait dans ce colis, c'est ceci. Nous avons 2 PC, parce que c'est marqué en gros ici, 2 magazines de PC Team. Je ne connais pas ce magazine, c'est très vieux, ça date de été 98 pour celui-là, et avril 95 pour celui-là. C'est le premier numéro. Nom de Dieu, nom de Dieu. Alors ça franchement, dites-le moi dans une autre vidéo si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus et que je vous montre quelques pages de ces magazines-là, parce que très franchement, bon, là malheureusement le truc c'est surtout que j'ai pas le cadre qu'il faut, donc il faudra que je fasse un colis de fan grand format en gros pour pouvoir vous montrer ça, parce que c'est juste pas c'est juste pas possible. Il faudra que je change la caméra d'emplacement, et j'ai déjà un deuxième emplacement à faire pour vous tester la carte graphique, donc on verra ça une autre fois si ça vous intéresse. Mais en gros ici il y a plein de trucs, il y a une interview de Warren Davis. C'est qui déjà lui? Ça me dit quelque chose ce nom, ça me dit mais tellement quelque chose. Alors Eric Chahi, bon ça me dit vaguement quelque chose parce que c'est lui qui a fait Art of Darkness, mais qui a surtout fait un autre jeu avant là qui est très connu. Je sais plus si c'est lui qui a fait le jeu qui s'appelait... Ah mince, trou de mémoire de chiotte. Le jeu qui s'appelait comment? Another World. Another World. Un autre monde en français. Donc, mais sauf que il portait le... Ça a beau être un nom un français qui a fait ce jeu, c'est un nom anglais. Donc, Adventure Soft, visiblement Scott Adams, ça aussi c'est des noms qui me disent quelque chose. Nom de Dieu, ils avaient de la grosse interview là-dedans. Et malheureusement, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais je suis sûr que j'ai déjà entendu parler de ces gens-là. Malheureusement, c'est juste que je peux pas associer rapidement exactement à ce qu'ils ont fait pour tout cela. Il y a aussi visiblement, visiblement c'est un peu comme Canard PC Hardware, celui-là. C'est-à-dire, c'est tout sur le hardware, celui-là, j'ai l'impression. Pendant que de ce côté-là, c'est plutôt côté jeu et compagnie, un peu comme Canard PC tout court, en fait. Donc, voilà, bah, ça va être génial à regarder, ça de mon côté, ça va me rappeler des bons vieux souvenirs. Donc bref, maintenant on va passer tout simplement à l'essai de cette carte-là, laquelle je vais plutôt prendre la poussiéreuse parce que j'ai peur que les ventilateurs aient pris du jeu dans l'axe là, parce que il y a vraiment beaucoup de jeux sur celui-là par rapport à l'autre si je compare. Et surtout, ce sera marrant de voir si c'est encore compatible avec notre fameuse machine sous Linux là que j'ai avec un port AGP qui est justement juste à côté de moi, de telle manière que je puisse tester ça rapido.
Et me revoilà après avoir galéré un bon moment pour trouver une carte mère qui puisse accepter cette chose-là. Et autre problème, je crois que je viens de trouver pourquoi 3DFX a coulé. C'est pas à cause de tout ce que je pensais avant, c'est parce que leur carte graphique, je blague bien sûr, ne rentre pas dans mon boîtier. Le boîtier d'ordinateur que vous voyez juste derrière, c'est normalement l'ordinateur que j'utilise normalement pour tester les vieux disques durs et les vieilles cartes graphiques de cette génération-là, et visiblement ça bute contre un de mes disques durs, parce que cette carte graphique est exceptionnellement longue pour l'époque. Franchement, c'est assez impressionnant d'ailleurs d'avoir un truc qui soit aussi semblable à ce que l'on a de nos jours, alors qu'à cette époque-là, franchement, c'était juste pas du tout comme ça. Normalement, une carte graphique de cette époque-là, bah attendez, je vous en montre une. Ça ressemblait plutôt à ça. C'est pas exactement pareil. Alors j'ai pris une carte mère d'époque, si vous n'arrivez pas à voir exactement ce que c'est une vieille carte mère pour Pentium 2 ou 3 en slow 1, donc on voit le joli Pentium 3 qui est au-dessus, et l'intégralité des ports complètement inutiles de nos jours, les fameux ports ISA que nous avons ici. Alors je termine d'en faire un PC fonctionnel en ajoutant notamment ce qui va servir de disque dur en l'occurrence, et en branchant le reste des petites prises qui manquent. Voilà, c'est bon. Alors sinon, j'ai vérifié sur internet et il semblerait que cette carte graphique, il s'agisse d'une 3DFX Voodoo 5 5500, c'est-à-dire la dernière et la meilleure de toutes, enfin la meilleure, la plus performante. À ton époque, c'était vraiment pas terrible parce que au final, la GeForce 2 de chez Nvidia était sortie et elle la battait mais largement pour une consommation bien moindre, etc. La seule différence, c'est que la 3DFX, elle avait une meilleure compatibilité avec les vieux jeux en fait. Et encore, elle était pas bien compatible avec les jeux DOS où il fallait encore une Voodoo 2, donc ça aurait pu être marrant d'avoir par exemple cette carte graphique plus une Voodoo 2 dans son PC. C'est bizarre, mais ça permet d'avoir la meilleure compatibilité possible avec les jeux optimisés 3DFX Windows et les jeux optimisés 3DFX DOS, pour avoir les deux à la fois en fait. Et donc voilà, donc bon, comme vous le voyez, j'ai relié ça on va dire un petit peu à l'arrache et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois si c'est une bonne chose de faire ça ou si c'est dangereux ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas dangereux du tout de faire ça, hein. Bon, après, il faut surélever la carte mère comme je l'ai fait, parce qu'il y a sur le côté là, il y a cette chose là, comment on appelle ça, l'équerre des cartes que l'on va brancher dessus, eh bien elles sont plus épaisses que la carte mère en fait, c'est-à-dire elles vont de l'autre côté de la carte mère, donc il faut les remonter un petit peu pour pas que ça bascule et que ça se branche pas tout bêtement. Mais sinon, en dehors de ça, ça pose pas de problème, hein. Y a aucun risque à faire ça. J'ai jamais cassé une carte mère en faisant ça, et je peux vous dire que depuis le temps que je fais ça, et personne n'a jamais cassé une carte mère en faisant ça. Je veux dire, faut garder un petit peu de logique, hein. Si ça fonctionne dans un ordinateur en étant juste vissé contre une plaque en fer, ça peut fonctionner à plat sur un bout de carton, hein. Vous inquiétez pas. Bon, après, pour l'allumer, comme vous l'avez vu, j'ai pas de bouton, donc je vais utiliser un tournevis. C'est justement pour ça que je l'ai en main. Et voilà, c'est allumé. Alors, ça fonctionne, hein, ça vient de s'allumer sur l'écran. Et en effet, en l'allumant, je viens de voir, il y avait marqué Voodoo 5 5500. Je vous montre ça juste après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, exactement comme je le pensais. Celle-ci, qui a un petit peu de jeu dans les ventilos, a justement des ventilateurs qui font un bruit un peu bizarre. Je sais pas si vous arriverez à l'entendre parce que c'est un peu loin, mais c'est pas top. Ça, oula, c'est pas, la mise au point a pas du tout envie de se faire. Pourquoi? Vilaine caméra. Donc je vais rebooter, on va voir si ça... Attendez, CTRL-C supre. Et CTRL-C supre, j'ai dit. Voilà. Donc, en espérant que la caméra fasse pas n'importe quoi avec son focus, logiquement, voilà. Oh, mais non, mais vilaine caméra, vilaine. Bon, je réessaye, et là j'essaye d'avoir un truc en focus. Pardon pour le micro, mais bon, j'essaye d'avoir un truc en focus à la bonne distance. Voilà, et logiquement, vous auriez dû peut-être, on sait jamais, voir Voodoo 5 5500 apparaître pendant un petit moment, avec 64 MO de RAM intégrés dans la carte accélératrice 3D, qui fait aussi, c'est une carte graphique tout bêtement, hein. Et comme vous allez le voir très bientôt, ici j'ai... Mince, je me gourde de clavier parce qu'il y en a deux en face de moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, comme vous allez le voir tout de suite, eh bien, ça arrive à faire fonctionner sans aucun problème une version de Ubuntu actuelle, c'est-à-dire, il me semble que là-dedans c'est la 14.04, mais à mon avis ça marche aussi avec les toutes dernières. En gros, la 14.04, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est la dernière LTS de Ubuntu en date.
Un truc que vous pouvez très certainement remarquer, c'est que, eh bien, bon, nous sommes en résolution native, comme je l'ai dit, je sais pas trop si ça se voit bien, parce que bon, vous connaissez pas cet écran, mais en tout cas, nous sommes vraiment à la résolution maximum de ce petit écran Philips. Et qu'est-ce que le fameux écran d'ailleurs, justement, où il y avait le néon qui était pété, là, que j'ai réparé, que j'ai montré dans une vidéo sur les 5 écrans bizarres que j'ai récupérés dans les poubelles, lui, cet écran est pas particulièrement bizarre, mais en tout cas, c'est sa panne qui était particulièrement bizarre, le coup du néon qui a juste le bout du fil qui a fondu et que tout le néon est en parfait état et le reste de la machine aussi est en parfait état, ça c'était un truc que j'avais jamais vu. Donc voilà, bah, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne très bien. On va ouvrir un petit programme, bon ça va être lent parce que je rappelle que le système d'exploitation est installé sur une carte compact flash. Ouh, c'est là où on voit l'âge de ce genre de carte graphique, hein. Oh là là. Ouh là 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 là, oui. On peut désactiver pour information le fait que la fenêtre reste entière et faire en sorte que ça fasse comme sous Windows 98, c'est-à-dire que quand on déplace la fenêtre, ça déplace une sorte de cadre avec des pointillés, et ensuite ça le déplace d'un coup, là, comme ça vient juste de le faire, parce qu'il en a eu marre d'attendre. On peut activer cette fonction aussi sous Windows, sous Linux, je veux dire. Cette fonction qui existe sur les vieux Windows existe encore sur les Linux actuels. Sauf que je sais pas où ça se configure, c'est peut-être là-dedans. Ah, le coup des fenêtres qui mettent 3 plombes à se déplacer, c'est magnifique. Peut-être qu'on fonctionne en compatibilité VESA pendant que j'y pense, c'est-à-dire qu'en fait c'est le processeur qui fait l'intégralité du calcul. Ça expliquerait peut-être pourquoi la charge CPU est absolument abominable sur le service Xorg, là ici, c'est-à-dire le service graphique de Linux. Parce que oui, en effet, on a tendance à vraiment saturer le processus graphique très rapidement, donc peut-être que le pilote 3DFX n'est en fin de compte pas activé par défaut et il faut modifier les fichiers de configuration, mais en tout cas ça fonctionne encore de manière relativement convenable, hein, j'ai envie de dire, si pour une carte graphique aussi vieille. Si on veut se faire un vieux PC Windows 98 pour faire mumuse avec des vieux jeux, à mon avis ce genre de carte graphique est encore parfaitement utilisable. Bon ben je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire de plus, je vais vous remontrer à nouveau cette fameuse petite... bon là on voit mon ordinateur, l'ordinateur qui sert, enfin que j'ai voulu essayer d'utiliser pour normalement tester ça. Mais malheureusement cette carte graphique est trop vieille, elle n'est pas compatible avec le détrompeur pour quand ils ont changé de tension sur les AGP, parce qu'il y a 2 types d'AGP en fait, hein, il n'y en a pas eu qu'un seul. Bon, il y a plus que 2 types d'AGP, mais en termes de compatibilité, etc., c'est-à-dire quand ils ont cassé la rétrocompatibilité, il y a eu 2 types d'AGP. Il y en a un avec un détrompeur à gauche et l'autre avec le détrompeur à droite. La plupart des cartes sont compatibles avec les deux, mais certaines sont compatibles qu'avec l'une des deux, et c'est le cas justement de celle-là qui est compatible avec la plus vieille. C'est pour ça que j'ai été obligé de ressortir une si vieille carte mère, en plus du fait que bah, malheureusement aussi ça ne loge pas dans le boîtier. Donc bref, bon bah je pense que j'ai plus rien de spécial à dire et je vous dis salut à tous et à la prochaine.